Hello à tous, je suis Florence, bienvenue dans le podcast Data Drive présenté par Jato. Aujourd'hui dans Data Drive, nous allons être en visio avec Boyu qui est Country Manager en Chine pour Jato Dynamics. Il va nous parler de l'actualité automobile en Chine et également de son retour d'expérience sur le salon automobile qui a lieu à Pékin il y a quelques jours. Mais avant de retrouver Boyu, j'ai le plaisir de recevoir Carlos Gomez, CEO du groupe Cosmobilis, avec lequel nous allons avoir une interview très intéressante. Bonjour Carlos. Bonjour. Merci d'être venu sur l'émission de podcast Data Drive. Je voulais t'interviewer sur l'organisation, ta vision du marché de l'automobile et les perspectives d'avenir. Donc, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? D'accord, je suis Carlos Gomez, j'ai 59 ans, je suis portugais, je suis socio do Benfica, j'ai 2 enfants et je travaille dans l'industrie automobile depuis maintenant 36 ans. Donc, c'est un long parcours, mais que je n'ai pas vu passer. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce parcours? Bon, il y a 3 moments importants de ma vie professionnelle. Donc, tout d'abord, un parcours de 20 ans au sales et marketing des différents constructeurs. Donc, j'étais chez Renault, j'ai passé 8 ans, j'étais chez Fiat, ensuite, voilà, donc j'ai été chez Renault au Portugal, ensuite j'étais à Paris, j'étais un des premiers expatriés arrivés à Paris, Calugalo et puis à Boulogne, avec notamment quelques amis avec qui je continue de priver, comme Fabrice Cambolive, et puis Luca aussi, avec qui j'ai travaillé 2 fois dans ma vie. Donc ça, c'était 8 ans, très intéressant. Ensuite, j'ai passé chez Fiat, j'ai passé 12 ans. Alors, je ne veux pas tout raconter parce que ça serait long, mais en gros, j'ai passé aussi une bonne partie de ce moment-là en France, parce que j'étais directeur général de la marque Alfa Romeo entre 2002 et 2005. Ensuite, on m'a confié les responsabilités de l'ensemble du groupe, donc j'étais devenu directeur général de groupe Fiat en France. Ensuite, président de groupe Fiat en France, toute activité confondue. Et Marchion, à la fin, m'avait aussi donné l'Espagne et le Portugal. Donc en 2010, j'étais responsable d'à peu près un périmètre de 250 000 voitures groupe Fiat. Le deuxième périmètre le plus important en Europe, après l'Italie. Et voilà, donc j'étais tranquillement dans mon sillage quand PSA est venu à l'époque me chercher à nouveau. J'avais commencé chez Citroën au Portugal, d'ailleurs, il faut le dire. C'était ma première marque, j'avais commencé par PSA. Et donc en 2010, Philippe Varin donc, a souhaité que je rentre chez PSA pour devenir patron de l'Amérique latine, donc en charge de tout, en charge donc de la R&D, de la production, des achats, du commerce, de la banque, donc un joli périmètre. Et donc voilà, j'avais toujours voulu aller au Brésil, puisque en étant portugais, le Brésil reste pour nous un imaginaire très très fort. En plus, c'était à Rio, donc j'ai pas pu résister. Et puis la mission était fantastique parce qu'on perdait beaucoup d'argent à l'époque. Il fallait retourner cette activité, chose qu'on a fait. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir pendant 2010 et 2017. Enfin, en 2017, je suis parti en Chine à la demande de Carlos Tavares, mon patron de l'époque. Et donc, j'ai passé 2 ans en Chine jusqu'au moment où j'ai dit, voilà, c'est peut-être le moment d'arrêter ce parcours long dans les constructeurs de 30 ans. Et j'ai décidé donc de passer, je dirais, à la distribution en 2019-2020, en m'associant avec Jean-Louis Mosca, chez Bamacar d'abord, ensuite en fondant Cosmobilis, ce qui nous amène jusqu'ici aujourd'hui, en 2024, avec l'actualité qu'on a aujourd'hui. D'accord, donc Cosmobilis, c'est 2 ensembles, une partie automotive et une partie solution. C'est un groupe international, européen, qui couvre 5 pays. Tout à fait. 22 marques. 92 concessions. Oui. Alors, on couvre les marques du groupe VW, Stellantis, Ford, Mercedes, 22 marques sur tout l'international. Tout à fait. Et donc présent en Suisse, en Belgique, Italie, Espagne et France. Et c'est là où, c'est en France où il y a les plus grosses activités. 80% de notre activité, de notre chiffre d'affaires, c'est en France actuellement. D'accord. Et 4500 collaborateurs? Oui, presque 5000 déjà, donc on avance. Donc, en fait, on a doublé de taille entre
2019 et aujourd'hui. On a commencé par Bamacar, qui est un groupe de distribution qui était très réputé, très connu, qu'on a fait évoluer. Alors, surtout à l'international d'abord, mais pas que. Aujourd'hui, Bamacar fait 3,3 milliards de chiffre d'affaires. Et à cela, on a rajouté d'autres histoires de succès entrepreneuriales françaises, puisqu'on a racheté Oucar, puisqu'on a racheté B2Link, le leader en fait, des logiciels pour le retail, des solutions pour le retail et aussi pour des constructeurs. Et on a aussi rajouté des startups incroyables, comme en voiture Simone, au Marcel. Et donc le groupe, aujourd'hui, c'est un groupe, on aime bien l'appeler le groupe d'automobilité au complet, parce que notre vocation et notre ambition, c'est de servir le client dans l'ensemble de ses besoins. Et donc, on a pas mal transversé dans l'organisation, dans la meilleure monture, comment on s'y prend, parce que tout ça, c'est très frais, très rapide. Ça se passe en 3 ans, finalement. Oui, c'est très rapide. Puisque on a 2019, l'année où on a décidé de partir, 2020, l'année du Covid qui a fait tout le monde arrêter. Et en fait, on parle de 3 ans complets. Et donc, on réunit sur automotive, Cosmobilis Automotive, ce qui est les métiers. Et donc là, on a le métier de la distribution, le métier de la location, le métier du permis de conduire, le métier du VTC. Et il y en aura peut-être d'autres qui vont entrer dans cette brique. On a Elite, le métier de la plateforme VO. Et chez Solutions, on a effectivement toute notre tech, parce qu'aujourd'hui, avec B2Link, mais IT Automotive et E-Tech, nous avons racheté l'année dernière. Ça fait 150 développeurs. Et donc, ça fait une vraie force de frappe. Et donc, on est plutôt dans le B2B. Donc, toute cette Cosmos Solutions vend à d'autres distributeurs, 20 à d'autres acteurs de marché. On n'est pas dans le B2C, alors que côté automotive, on est plus en fait dans le commerce avec des clients, avec du B2C, mais aussi du B2B, puisque dans le marché automobile, comme vous le savez, le B2B est important. Exactement. Et donc, c'est à peu près 110 000 véhicules neufs vendus. L'année dernière, 9 et occasion, oui. Et occasion. En fait, on a peu de concessions par rapport au volume, et ça, c'est une des raisons, c'est un des travaux que nous avons fait, puisqu'on a un ratio volume-concession assez élevé, un ratio chiffre d'affaires concession aussi élevé. Et nous avons non seulement doublé notre taille, puisque nous avons passé d'1,6 milliard à presque 4 milliards cette année en 2024, qu'on fera, mais nous avons aussi amélioré la qualité, nous avons aussi rendu plus efficients les organisations, nous avons aussi maximisé nos mètres carrés, donc on a moins de concessions pour plus de marques et plus d'empreintes, et ça fait une énorme différence dans un métier où il faut être extrêmement frugal, puisque l'essentiel est au client, est aux marques, est en fait à tout ce qu'on met en place pour que le client se sente bien en concession. J'ai une autre... le métier change. Là, aujourd'hui, l'automobile, c'est vrai que c'est très challengeant. Avec, ça l'a toujours été. Ça a toujours été, mais la réglementation, tout s'accélère. Accélère, oui. Tout s'accélère et bon, l'électrique, bien évidemment, donc ça fait 17%, vous avez 17% de vente d'électrique en véhicule neuf chez vous. Qu'est-ce que ça demande de mettre en place, cette accélération au niveau de ton équipe rapprochée? Comment vous vous organisez? Alors, il y a plusieurs réponses, mais en fait, parce que nous, d'abord, on a donné une réponse à cette complexification et à ces challenges en se disant, on veut être dans beaucoup plus d'endroits en contact avec le client que seulement dans la seule distribution. Donc ça, c'est la première réponse qu'on a donnée. C'est la raison pour laquelle, en fait, on a Bamacar, mais on a aussi Oucar. On a 500 points de franchise en France. On a en voiture Simone. L'année dernière, nous avons passé 21 000 permis de conduire. Nous avons triplé le volume par rapport à 2022. On est passé de 7 000 à 21 000. Cette année, on en fera plus de 30 000. On a plus de 800 000 jeunes qui téléchargent notre application. C'est une des applications les plus téléchargées en France. Il faut savoir qu'on passe en moyenne 1,4 million, 1,5 million de permis en France. Ça veut dire que plus de la moitié, déjà, viennent chez nous
puisqu'on charge zéro de l'application. Donc d'abord, première chose qu'il faut dire, c'est que nous avons souhaité répondre vraiment aux clients un peu partout. Donc ça, c'est la première réponse. Ça exige une coordination entreprise à entreprise, quoique dans notre philosophie, dans ma philosophie, chaque entreprise doit être profitable en standalone. Et ça, c'est une règle. Si elle n'est pas profitable en standalone, on ne peut pas nous expliquer le lendemain, puisqu'il n'y a pas d'avenir, si on ne fait pas ce que chacun doit faire. Ensuite, on peut profiter, une fois que chaque brique est profitable et que fait son plein, qu'exécute son plan correctement, de trouver des synergies ailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, pour la partie Bamacar, puisque je crois que votre question était plus concernée sur cette question-là. Un petit peu, voilà. Donc, voilà, nous, en fait, au début, on a fait un gros travail pour dire où est-ce qu'on va se développer. D'abord, c'était vraiment la première préoccupation que j'ai eue, c'est où est-ce qu'on va se développer. On a fait un travail pour dire où est-ce qu'on se développe en France, sur quelle marque, sur quel périmètre géographique. Deuxièmement, on a axé notre conviction à l'international, puisque dès le départ, et puis avec mon parcours, je savais très bien que les constructeurs, en fait, qu'avant avaient des concessionnaires locales dans une ville. Oui. Ensuite, on passait à des concessionnaires régionales, ensuite à des concessionnaires nationales, et maintenant, on passe à des concessionnaires européens et demain mondiaux. Oui. Voilà. Et donc, nous voulions absolument suivre cette logique-là, chose qu'on a fait, par exemple avec BMW, où nous sommes désormais concessionnaires à Paris, mais aussi à Milan, et aussi à Madrid. Donc c'est fantastique. Oui, c'est fantastique. 3 super villes dans lesquelles nous, on vend presque 15 000 BM et Mini avec un chiffre d'affaires de plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça, c'était un deuxième axe de développement qu'on a fait. Le troisième, ça a été optimiser nos mètres carrés. Donc ça aussi, on a fait un travail très précis pour dire quelles installations on allait garder, comment peut-on mettre plus de chiffre d'affaires là-dedans. On n'a pas forcément, je dirais, baissé des coûts à tout va, aveuglement, puisqu'on est déjà dans un métier qui est déjà très, très, très frugal, avec des équipes qui sont au cordeau. On a des exigences des constructeurs aussi, qui ne nous laissent pas non plus faire ce qu'on veut. On est très suivi, comme on peut dire, sur ces sujets-là. Et donc, ce qu'on a fait, c'est plutôt de dire, avec un peu d'intelligence et de créativité, comment on peut mettre plus de masse, ce qu'on a fait. Donc, on a mutualisé des concessions qui auparavant étaient trop grandes par rapport au volume de certaines, qui sont devenues tout d'un coup rentables. Avec satisfaction à la fois la nôtre et puis du constructeur, puisque une fois que vous êtes rentable, vous avez plus de moyens, vous investissez plus, vous êtes plus libéré pour faire le boulot, alors que quand vous perdez, on le sait, c'est quand même très compliqué, puisque chez nous, quand on perd, c'est difficile de retrouver la rentabilité. Surtout quand les cycles des constructeurs et des marques ne sont pas les meilleurs. Exactement. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. On a aussi fait tout un gros travail sur la partie optimisation énergétique. Donc là aussi, à la fois sur les contrats, à la fois en passant les concessions. Il y en avait certaines concessions qui étaient effectivement très onéreuses, avec des technos très anciennes. Donc on a passé tout au LED, on a mis des minuteurs dans les ateliers. Donc on a fait gros travail d'optimisation aussi. Et donc voilà, tout ça, ça réunit, c'est-à-dire expansion, internationalisation, frugalité et maîtrise de nos coûts, a fait que voilà, on s'est enflammé et puis voilà, on a plus que doublé notre taille, avec en plus, en surprime, je dirais, une énorme motivation des équipes, puisqu'elles ont un projet, elles ont une vision, elles savent où elles doivent aller. Nous, on est en contact en permanence avec mes équipes. On était réunis la semaine dernière avec mon staff. On avait 35 personnes réunies au Portugal pendant 4 jours, y compris les conjoints pour le week-end. Voilà. Là, aujourd'hui, je vais... C'est une grande famille. Oui, c'est une grande famille. Aujourd'hui, je vais rencontrer mon équipe BMW. Vendredi, je rencontre mes équipes Mercedes du Sud. Voilà. Donc, très sur le terrain. On est sur le terrain, à la fois dans les concessions, dans le métier, mais aussi dans ce qui est au-delà, dans les matériels, pour faire en sorte qu'on reste actif et mobilisé dans un moment qui est particulièrement difficile, mais ça ne change pas par rapport à il y a 35 ans. Oui, ça a toujours été challengeant en tous les cas.
L'automobilité, est-ce que la mobilité, le vélo, c'est des choses sur lesquelles, le scooter, c'est des choses sur lesquelles vous allez aller? Vous avez des idées? On n'a pas de tabou. On n'a pas de tabou. En fait, nous, on a formalisé notre stratégie sur l'automobilité parce que nous venons de l'automobile. Et nous voulons croire encore que l'automobile reste une force de proposition à l'avenir. Et donc, on est sur l'automobilité, mais on n'exclut pas autre chose, si tant est que ceci soit bon pour les clients et qu'ils en veulent, et que nous soyons capables, en fait, de le formaliser d'un point de vue économique. Et donc, on a aussi de la moto chez nous. Oui. On a du scooter parce qu'on vient de lancer un petit fabricant français qui s'appelle Oxygo dans nos concessions de l'Arc lémanique dans le sud, voilà, dans la Savoie. Oui. Donc, on a certaines expériences. Donc, on a aussi des vélos. Donc, voilà. Mais on reste quand même concentré sur l'automobile, sur l'automobile, puisque ça, c'est vraiment notre arc fondamental et c'est ce qu'on veut offrir en primauté. D'accord. Alors, la question suivante concerne les véhicules électriques et l'arrivée des marques chinoises sur le marché français. Oui. Plusieurs arrivent encore aujourd'hui et ça ne va pas arrêter, puisque le Japon a commencé dans les années 80, après les Coréens, et maintenant ce sont les Chinois, avec des voitures avec plein de technologies, puisque là-bas sur le marché, on en parlait tout à l'heure, c'est ce qu'ils recherchent. Donc comment tu vois l'arrivée de ces marques? Je sais que tu as la marque BYD dans le groupe. Comment ça se passe? Alors, c'est un vaste sujet, c'est un des sujets d'actualité. Alors, tout d'abord, il faut dire que les Chinois ont vraiment bien exécuté leur stratégie, leur plan. C'est-à-dire qu'ils ont compris, il y a beaucoup de temps, à très longtemps, qu'ils ne pouvaient pas, en fait, concurrencer les Européens sur la technologie du thermique. Et donc, ils ont mis un plan sur très longue distance pour devenir les acteurs de référence de l'électrique, qui a passé par le développement des marques, qui a passé par le développement de la technologie, qui a passé par le développement de la filière des matières premières, ensuite des batteries. Et donc aujourd'hui, ils émergent et nous, on a l'air étonné. Mais enfin, il n'y a rien d'étonnant puisque, comme on le sait tous, en Chine, tout est clair et tout est écrit dans le livre du Parti communiste suite à leur congrès qui mettent en place leur plan à longue distance. Et ça, c'était écrit. Et donc, les politiques européens le savaient, enfin, ils pouvaient le savoir, si tant est qu'ils avaient un certain intérêt. Ils ont profité, je dirais, dans certains je vais appeler ça non-coordination, ou enfin, en tout cas, une légèreté sur la politique industrielle en Europe, de la part d'un certain nombre d'instances qui ont ouvert notre marché aux Chinois, dans un tempo non coordonné. Et donc aujourd'hui, ces marques-là, qui sont au pic de leur puissance, profitent pour arriver. Il faut dire que cette année, moi j'ai été au salon de Beijing, donc il y a 3 semaines, oui. La Chine est le premier marché mondial au monde avec 23-24 millions de voitures. Le premier marché électrique au monde avec maintenant plus de 40% de mix de voitures électriques chaque mois. Le premier marché exportateur, puisqu'ils ont dépassé il y a 2 ans l'Allemagne, et ils ont dépassé l'année dernière le Japon. Donc, en fait, et puis, ils ont une vitesse d'exécution très importante. Alors, on parle bien évidemment de aide, tout ça. Bon, dans le passé, l'industrie européenne aussi a été aidée, l'industrie américaine est aidée. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, je ne suis pas suffisamment habilité. En tant que citoyen, bien évidemment, nous devons, et Européens, nous devons protéger notre industrie et nous aurions dû être un peu plus, je dirais, clairs sur ce qu'il fallait faire et comment il fallait faire. Donc aujourd'hui, les marques arrivent. Il faut, quand on va là-bas au salon, par rapport à la période où j'étais, parce que j'étais entre 2018 et 2019, donc j'ai assisté à 2 salons à l'époque, le grand changement, c'est lequel? D'abord, il y a très peu de marques européennes présentes. Et celles qui sont plutôt à la défensive. Oui. Ce qui sont à l'offensive sont les marques chinoises. Et maintenant, ça c'est aussi nouveau, ce ne sont plus les grands groupes publics chinois,
qu'à l'époque maîtrisaient le marché, donc SAIC, oui. BAIC, Dongfeng Motor, Changan, mais les petites pépites qui sont à la manœuvre, et donc là on a Xiaomi, Huawei, Li Auto, Neta, Leapmotor, et des marques qu'on n'a pas entendu parler, et d'autres qui vont arriver. Certains qu'on connaît déjà, certaines qui sont en Europe. Et donc, je dirais que les Chinois vont bien sûr rentrer en Europe. C'est déjà le cas, mais ça va augmenter. Ils prendront une part, reste à savoir de combien, mais ça ne sera pas ridicule. Ça ne sera pas non plus de façon à écarter nos constructeurs. Ils ont des atouts aujourd'hui design, qui est tout aussi bon que le design, des marques européennes, en tout cas sur les voitures électriques. Hein. Mais c'est le prix qui va faire la différence. Ensuite, le prix. Ils ont par le volume, pas par leur coût de distribution. Et en fait, là sur le prix, vous voyez, ils produisent plus bas. Non pas parce que le coût de l'ouvrier moyen soit moins cher. Aujourd'hui, le coût de l'ouvrier à Shenzhen est supérieur à l'Espagne. D'accord, supérieur à l'Espagne. Ouais. Donc, à contraire de ce qu'on puisse penser, il n'y a pas de dumping dans le coût de production, ou en tout cas de la main-d'œuvre, mais ils ont, par leur volume, une capacité certaine à arriver et à se rendre plus compétitifs. C'est clair, mais aussi, ils sont en train de changer, et ce n'est plus sur le prix qu'ils sont en train de travailler, puisque moi j'ai été chez BYD récemment, et la première chose qu'ils vous montrent à tous les visiteurs, c'est leur mur des brevets. Ils ont un énorme mur des brevets où ils vous montrent toute leur techno et leur capacité en fait à faire des choses. D'accord. Et en fait, donc là, l'angle d'attaque est en train de changer aussi. Et donc voilà. Donc après, pas toutes les marques pourront survivre en Europe bien aussi. Évidemment, oui. Bien évidemment. Mais ils y viennent tous parce que le gouvernement leur a à chacun écrit le rôle qu'il devait avoir. Et il leur a dit, il faut que tu ailles là-bas. La mission. Chacun a une mission. Nous, on ne la connaît pas, mais eux, ils la connaissent. Et donc, ils sont obligés de la déployer. Et donc, ils viennent, ils sont en train de le faire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Donc, leur démarche, c'est pour ils sont en train de démarcher le marché, ils sont en train de démarcher les concessionnaires. Et les concessionnaires, en fait, la distribution écoute, puisqu'effectivement, elle doit aussi résoudre leurs propres problèmes qui leur ont été posés par ces partenaires traditionnels qui ont souhaité réduire des coûts, qui ont souhaité avoir moins de mètres carrés, qui ont souhaité un certain nombre de choses. Et ça libère de la capacité critique. Bienvenue chez les Chinois qui trouvent une aubaine non prévue. Qu'est-ce qui va être de nouveau chez BYD alors, puisque là il y a plein de brevets, tu nous as expliqué les brevets qui étaient affichés. Les nouvelles voitures, elles vont être... qu'est-ce qu'elles vont avoir de nouveau ? Moi, je ne représente pas BYD, je voulais dire. Le fait d'avoir sur le salon... C'est important de dire que dans les 60 000 voitures neuves que nous vendons, vous voyez, cette année, on va faire moins de 1000 BYD neufs. Donc, en fait, voilà, oui, c'est ça, BYD chez Bamacar. Hein. Donc, voilà. Donc, nous, nos partenaires principaux, c'est le groupe Volkswagen en premier, le groupe BMW, le groupe Mercedes, le groupe Renault. C'est nos 4 grands partenaires. Alors, BYD sont en train de lancer, donc ils ont lancé toute une gamme. L'Atto 3, la Han, la Tang. Ça, c'est des voitures un peu moins adaptées au marché européen. Mais la Seal et la Seal U en SUV, ça, c'est 2 produits très intéressants. Ils lancent maintenant des véhicules hybrides. Ils vont apparemment les exposer au Top Mark à Monaco. D'accord. Et donc voilà, ils sont dans un plan de déploiement de leur gamme, de leur force. Et ils ont aussi annoncé qu'ils allaient mettre en place un outil industriel en Europe, apparemment en Hongrie, ce qui va les rendre européens. Et que donc... ce qu'avait fait Toyota à l'époque, en installant... Voilà, les grands Chinois vont faire ça aussi. Donc voilà, ils sont en train d'avancer. D'accord. Alors après, je vais revenir sur les véhicules électriques chez toi. Oui. Bon, à peu près 10 000 véhicules électriques neufs vendus l'année dernière. Comment ça se passe au niveau de l'après-vente ? Parce que c'est vrai que c'est nouveau, on essaie bien de les vendre
les véhicules neufs, Oui. mais est-ce qu'elles reviennent? Comment ça se passe? Les clients sont satisfaits? Qu'est-ce que le groupe a mis en place pour satisfaire la clientèle? Alors, c'est un peu trop tôt encore pour déjà avoir des retours. Avoir des retours, mesurer des impacts à grande échelle. Alors, on a quelques chiffres et quelques données. Hein. Enfin, j'imagine. Voilà, donc, dans les marchés plus développés de l'électrique en Europe, par exemple comme la Norvège, il y a à peu près en fait un chiffre qui tourne qui dit que les après-ventes partie mécanique des ateliers ont baissé entre 20 et 30% en chiffre d'affaires global. D'accord. Mais après, il y a plus de collisions puisque la voiture tape plus, il y a plus de pneus, il y a plus aussi de consommation d'un autre genre qui équilibre un petit peu cette perte d'exploitation. La plupart en Europe, puisque l'électrique était peu récurrent, alors il y a des constructeurs qui ont défini, nous avons défini dans certains ateliers des zones électriques, donc des zones pour que des techniciens spécialisés, notamment sur ces technos, puissent travailler, qui sont isolés du reste de l'atelier. En Chine, c'est pas du tout ça. En fait, j'ai été récemment dans des ateliers chinois. Il n'y a rien de protégé. Tout l'équipement. Tout fonctionne. Tout fonctionne à la chinoise. Ça a l'air de marcher. Puisqu'aussi, effectivement, la voiture chinoise électrique deviendra bientôt la norme. Oui. Et c'est la voiture thermique qui ne l'est pas. Et de surcroît, en fait, la voiture thermique est plutôt destinée aux villes tiers 3 et tiers 4, tiers 5. Et en fait, les grandes villes, Shanghai, Beijing, Shenzhen, Chengdu, sont plutôt dans l'électrique. Oui. Donc en fait, en Chine, il y a un énorme clivage entre les régions, les villes, en fonction du potentiel, tout ça. Donc nous, aujourd'hui, voilà, on est en train de suivre un peu cette mouvance, en train d'apprendre aussi. Je dirais que pour l'instant, on n'est pas du tout encore dans ces impacts après-vente. Je crois qu'on est encore dans la phase intérieure, ouais, qui est plutôt la phase de la reprise des VO, oui, de la vente de VO, des VR de VO. Donc aujourd'hui, ça c'est un sujet très délicat. Puisque pour avoir des loyers, parfois dans le marché, les marques placent des VR qui sont pas équilibrés, qui vont devenir pour certains des bombes à retardement, pour le réseau aussi. Donc il y a une grande préoccupation dans les réseaux. On le sait, hein, il y a des discussions qui se tiennent à droite et à gauche sur ces sujets-là. Donc c'est ça mon sujet aujourd'hui. Oui. Mon sujet, c'est les valeurs résiduelles. C'est de travailler cela, c'est de protéger le groupe, c'est d'augmenter notre capacité à vendre de l'électrique en VO. Nous venons de lancer d'ailleurs, pour incentiver ça, cette semaine, une énorme opération, puisqu'on comprend bien que les gens, en fait, sont un peu réticents, en fait, oui, aussi à essayer, hein, puisqu'ils se disent, est-ce que ça va marcher pour moi? Comment je vais faire pour partir en vacances? Tous ces sujets-là. Et donc, nous venons de sortir une opération sur le VN électrique où quelqu'un peut prendre une voiture en location et la rendre au bout de 6 mois, s'il n'est pas sans frais. S'il n'est pas satisfaite. Donc ça, je pense, va libérer un petit peu pour que les gens puissent essayer. Et puis, si elles ne sont pas contentes, elles vont restituer les voitures. Et puis, voilà. On avait fait une opération similaire lorsque j'étais arrivé. Alors, j'étais même pas arrivé parce que j'étais au Portugal au Covid, sur le mois de mars, avril. Et à l'époque, on voyait bien que les gens ne voulaient pas acheter des voitures. Hein. C'était la dernière chose qui était dans leur tête. Et nous avons lancé une énorme opération à l'époque sur le site bamacar.fr en disant, voilà, prenez votre voiture, et si vous n'êtes pas content, vous la restituez. Et ça avait pris, c'était énorme. On avait fait une liste de voitures qu'on avait en stock pour accélérer effectivement la sortie de nos voitures de stock, et ça avait très très bien fonctionné, puisque les gens, quand ils ont moins de contraintes, oui, voilà, ils décident plus vite. D'accord. Puisqu'elles savent qu'elles ont quand même une sécurité. Tout à fait. Et en fait, c'est une façon de consommer que nous pensons qu'à ce stade, on en a besoin d'imposer pour faire en sorte que les gens puissent s'y rendre plus compatibles avec l'électrique. Et
Et en effet, parce que bon, il y a ce switch, l'interdiction du thermique qui commence, ça va être demain. Hein. Donc comment ça va se faire? Est-ce qu'on va encore repousser la date de 2035? Mais bon, il y a quand même des normes là pour 40% de véhicules électriques oui, tout à fait. Prochainement. Mais vous voyez, donc ça, c'est aussi un des sujets sur lesquels, en fait, la non-clarification a pénalisé l'Europe et les marques européennes. On a laissé les maires faire ce qu'ils veulent. Alors, je ne dis pas que je sois contraire à qui décident ce qu'ils veulent, mais on ne peut pas, dans une ville, décréter A, dans une autre ville, décréter B. Alors que moi, j'achète une voiture pour rouler en France, voire en Europe. J'achète pas une voiture pour rouler dans ma ville. Je ne pense pas qu'on puisse obliger les citoyens à rester encerclés dans leur quartier, dans leur ville. C'est pas ça, en fait, l'Europe. L'Europe est faite de fondamentaux civiques qui vont au-delà du fait d'obliger les gens à respecter des choses qui sont non respectables, en fait. Et je trouve qu'on est allé trop loin. Les gouvernements ont laissé ceci s'épandre. Et donc, l'industrie automobile, dans son complet, a perdu. Le client ne sait pas, parce qu'il ne sait pas. Alors, c'était les zones à émission, faible émission, qu'ensuite c'était 60, ensuite c'était 50, ensuite c'était l'année dernière, ensuite personne ne veut la mettre en place, pour être tout à fait honnête, et donc on a repoussé ça. Ensuite, on ne sait pas dans quelle ville tout ça s'est imposé. Vous voyez, comment, les critères. comment un citoyen peut gérer ces contraintes? C'est vrai que ça alors qu'on le demande de payer plus, puisque les voitures sont plus chères, donc en fait, son engagement financier est plus important et son niveau de transparence est moins important. Son niveau de connaissance sur les conditions d'utilisation de sa voiture sont pas présentes. Donc voilà, je pense que tous ces sujets sont aujourd'hui là encore. Et donc voilà, notre contribution, elle est totale, puisqu'en fait, voilà, nous mettons aussi un risque et un jeu pour pouvoir lancer la chose. Mais il faudrait que d'autres prennent le relais, parce qu'en fait, une des questions, c'est vraiment de harmoniser en Europe, en France, entre État et collectivité, les règles d'utilisation, les règles du jour, en fait. Oui. On a parlé de ta visite au salon à Pékin. Oui. Deux choses qui t'ont marqué particulièrement, 2 ou 3? Les visages qui souriaient, voilà, donc ça m'a marqué. Et puis deuxièmement, ce qui m'a aussi étonné, c'est que en fait, les voitures ont beaucoup évolué. Donc c'est franchement, entre le design, la technique, le marketing, ils ont quand même beaucoup évolué. Ok, très bien. On arrive à la fin de notre interview. Alors les questions, comment tu vois le futur? Alors, c'est un peu le futur de l'automobile. Comment tu l'imagines? Alors, bon, moi, je vois le futur... toujours avec beaucoup d'optimisme, parce que sinon, on ne serait pas en train d'investir. On n'aurait pas investi depuis 2020 tout ce qu'on a fait. Et on continuera d'investir. On annoncera encore des choses mois prochain. Donc, on est en train de travailler sur d'autres thèmes. On est en train de travailler sur d'autres géographies, sur d'autres produits, sur d'autres propositions de valeur pour le groupe Cosmobilis. Donc, on est très optimiste par rapport à tout ça. À la base, on voit que la mobilité ne cesse de augmenter. A contrario de ce qu'on nous dit, c'est-à-dire qu'il y a un désamour de la voiture, il y a un certain nombre de choses, non, pas du tout. En fait, 70% des personnes jugent la voiture indispensable. 92% des gens placent apprendre à conduire à ses enfants comme la deuxième chose la plus importante après nager. Un tiers des gens considèrent la voiture comme un membre de la famille. Alors, c'est peut-être un peu exagéré tout ça, mais en tout cas comme quelque chose d'important sur lequel ils accordent l'importance. Je crois que c'est ça le message. Et donc, je pense qu'à la fois le fait que les gens, à contrario de ce que peut-être certains voudraient, ne sont pas prêts d'arrêter de bouger, d'arrêter de voyager, d'arrêter de rêver. Ça, plus le fait que, en fait, le marché est en augmentation, fait que je reste optimiste pour la profession. Bon, bravo pour cet optimisme, je la partage avec toi. On parlait des permis roses. Je voulais juste savoir, c'est quoi ta première voiture? Ma première voiture fut une Mini.
Ah, une Mini. Voilà, ma D'accord. première voiture, une Mini blanche, avec laquelle j'ai eu beaucoup de plaisir à l'époque. Donc ça date, hein, mais voilà, c'était une Mini. D'accord. Et tu as passé ton permis à 18 ans Oui. tout de suite. Tout de suite. La liberté. Tout de suite. Parfait. Moto avant. Moto avant. Moto avant. Moto avant, voiture après. Parfait. Merci Carlos pour cet entretien. Merci. Et maintenant, la visioconférence avec Bo Yu pour parler du marché chinois, des nouveautés du salon de Pékin. Bonjour Bo, nous sommes en direct de Shanghai avec toi. Merci de cet entretien. Tu vas nous parler un petit peu du marché automobile chinois et puis du salon qui a eu lieu de l'automobile. Merci Florent. Je suis honorée d'être invitée et d'avoir la possibilité de partager des informations et notre point de vue sur le marché d'automobile chinois, ainsi que ce qui s'est passé au salon de l'automobile qui a eu lieu fin d'avril à Pékin. Je vais commencer par quelques chiffres en résumant l'année 2023 du marché automobile chinois. Je dirais que c'était une année qui a enregistré de nouveaux jalons historiques. La production et les volumes de vente ont dépassé simultanément les 30 millions d'unités pour la première fois, avec une part de marché d'environ 34%. Les ventes des véhicules particuliers à nouvelle énergie, enfin, plutôt électriques, ont atteint plus de 7,3 millions. Les développements des produits et des technologies des véhicules électriques se poursuivent. Par exemple, au cours de l'année, il y a plus de 110 nouveaux modèles des véhicules électriques ont été lancés sur le marché. Parmi tous, les nouveaux véhicules électriques à batterie, près de 16% de nouveaux produits ont équipé d'un système de rechange rapide d'haute tension de 800 volts. De plus, l'autonomie continue s'étendre. Le premier véhicule électrique au monde avec une autonomie supérieure à 1000 km offert par la marque chinoise GAC Aion a été livré à ses clients. Un autre jalon important en 2023 est que la Chine est devenue le premier exportateur de nouveaux véhicules avec près de 5 millions d'unités exportées. Tu peux nous en dire plus pour le prix du modèle Aion LX ? Le prix, si j'essaie de convertir en euros, c'est environ 70 000 euros. D'accord. À peu près. Ok. Puisque tu as parlé des véhicules électriques. En parlant du marché automobile chinois, je dirais le premier point à souligner concernant le marché est que l'électrification n'est pas une tendance. Je dirais c'est plutôt une réalité. Parce que sur les données que Jato en a, un véhicule neuf vendu sur 3 est véhicules électriques en Chine. En particulier, le taux de pénétration de la vente de véhicules électriques à batterie a été multiplié par 7 depuis 2019, alors que les ventes des véhicules traditionnels ICE ne représentent plus que 60% de ce qu'elle a été il y a 5 ans. Déjà en Chine, on dirait la piste de course de l'automobile est désormais entre guillemets, on dit la voiture intelligente plutôt que électrique. Les constructeurs chinois se consacrent au développement des nouveaux produits intelligents basés sur des nouvelles architectures électroniques et électriques exclusives dans le but de fournir aux consommateurs une expérience de conduite ultime, ce qui a considérablement accru l'acceptation des véhicules électriques par les consommateurs en Chine. Et ce qui est intéressant, c'est que les changements dans le paysage concurrentiel s'accélèrent tout au long du passage à l'électrification. Les constructeurs, les marques qui hésitent
à accepter cette transformation semblent devenir nettement moins compétitifs au marché chinois. Les marques locales, en raison de leur avantage en matière d'électrification et de l'intelligence, en Chine on dit des smart EV, ainsi qu'une qualité de produits considérablement améliorée, ont énormément augmenté leur part de marché sur le marché domicile. Comme vous avez tout entendu, BYD a pris la tête des ventes sur le marché domicile en 2023. Il devient évident que les marques réalisant des progrès notables au niveau de performance en Chine ont une forte pénétration de véhicules électriques. Les acteurs traditionnellement stables sur le marché chinois, tels que les marques allemandes et japonaises, ont connu un déclin de leur part de marché ces dernières années. Ce déclin peut être attribué en partie à une réponse tardive aux besoins et des préférences en évolution des consommateurs chinois pour les véhicules électriques. Alors que malheureusement, les marques françaises, leur performance sur le marché chinois, je dirais, c'est parce qu'avec 1,2% de part de marché, je dirais, honnêtement, c'est plus ou moins négligeable. J'ai une question sur les véhicules d'occasion chinois. On n'en a pas parlé. Comment ça se passe chez vous, le VO? Est-ce que tu as des infos? Alors là, ça c'est un peu plus compliqué. C'est assez différent par rapport au marché en Europe, parce qu'en Europe, les marchés de VO c'est assez mature. Oui. Alors qu'en Chine, je dirais la vente des nouvelles voitures et les VO, c'est pas du tout la même proportion. Je dirais en France, si je ne me trompe pas, je pense que VN et VO, c'est à peu près une voiture neuve, c'est deux voitures occasionnelles, à peu près. Oui, oui. Alors en Chine, c'est à peu près du genre, comme j'ai dit, l'année dernière, les ventes de nouvelles voitures étaient 30 millions, alors que les VO, c'est à peu près un peu plus que 10 millions. Ah donc, oui, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose, en effet. Merci pour cette précision. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du salon qui s'est passé avec les nouveautés, s'il te plaît? Qu'est-ce que tu as pu constater par rapport aux évolutions des autres salons? Les salons cette année, c'était assez intéressant. Cette année, le salon d'automobile de Pékin demeure incontournable. Il a attiré, ça va être un peu impressionnant pour les Européens, parce qu'il a attiré presque 900 000 visiteurs. Ah oui. Ça a vraiment battu le record de 2014 qui était à peu près 850 000 visiteurs. Et surtout, cette année, il y avait eu un peu plus de 28 000 visiteurs étrangers qui n'étaient jamais vus. Rien que pendant la première journée, il y a plus que 7400 dealers viennent du monde. Ça, c'était la première fois. Ça, je pense que c'est plus ou moins lié, justement, qu'on avait parlé des véhicules électriques chinois dans le monde entier, parce qu'on a vu l'année dernière, comme j'ai parlé au début,
En Chine, l'année dernière, il y a presque 5000 unités exportées dans le monde entier, alors qu'on a constaté une augmentation importante des exportations des véhicules électriques. Et sachant que l'Europe s'est émergée comme la principale destination des exportations des véhicules électriques fabriqués en Chine. Et du coup, en fait, le salon de Pékin a vraiment attiré beaucoup d'attention qui vient du monde entier. Tu me disais qu'il y avait très peu de marques européennes de présentes. Beaucoup de groupes ont décliné l'invitation, ne sont pas venus. Comme Stellantis, Renault, VV, les marques du groupe. Oui, ça c'est tout à fait normal parce que en fait, officiellement, par exemple, la marque Renault a déjà quitté le marché chinois depuis 2000. Ça, c'est officiel. Alors que les autres marques de groupe Stellantis, c'était pareil. Fiat, qui a quitté le marché, je pense que c'était de 2018. Et puis Jeep, 2020. Leur performance en Chine, c'était vraiment pas satisfaisant. Et du coup, en fait, toutes les marques du groupe Stellantis n'étaient pas là. Les marques du groupe Volkswagen? Volkswagen, bien sûr, il devrait être là. Malgré le fait qu'ils ont perdu le numéro 1 de la vente du marché domicile en Chine, mais quand même, Volkswagen vend plus de 2,5 millions d'unités chaque année en Chine. Donc, Volkswagen, oui, Volkswagen était là. D'accord. Et des nouvelles marques chinoises étaient représentées? Il y en avait combien, tu m'as dit, à peu près, de nouvelles? Il y avait plus que 15. 15 nouvelles marques. Très bien. OK. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour clôturer cette interview sur le marché, le salon, sur ce que toi, tu as pu constater? Alors là, il y a eu des nouvelles tendances qu'on a vues ou des nouveaux phénomènes. Là, tout à l'heure, la question que tu as posée à propos des nouvelles marques, voilà quoi, il y a créé des buzz, des marques comme Xiaomi, à l'origine, qui était un fabricant de téléphones mobiles, mais avec son premier modèle, le premier essai, ils ont déjà capturé plus de 75 000 commandes. Ça, c'est assez impressionnant. Et on a aussi vu des succès des Huawei et leur coopération avec d'autres constructeurs chinois traditionnels. En gros, en fait, en Chine, ce qui était intéressant, c'est que on a vu la voiture aujourd'hui qui représente vraiment quelque chose de différent dans ce marché, et les consommateurs chinois cherchent d'autres choses qu'un produit mécanique. Et comment dire, des acteurs comme Xiaomi ou Huawei qui a des backgrounds de tech, quand eux, des acteurs comme ça qui se jettent dans un marché
à l'origine qui est plus ou moins traditionnel. Voilà quoi, ça va changer beaucoup un secteur à l'origine qui était traditionnel. Donc, je serais vachement intéressée de voir tous ces nouveaux joueurs dans l'industrie, qu'est-ce qu'il va ramener et les changements qu'il va apporter à l'industrie. Ok. Je te remercie beaucoup, Beau. Très intéressant. Merci pour ton temps. Pas de problème. Bonne continuation. Ok. Ciao, ciao. Destinée au groupe de distribution automobile, la plateforme collaborative 16Link, développée par Jato Dynamics, vous aide à optimiser votre performance et mieux connaître le marché automobile. Outil d'aide à la décision pour les services achats, approvisionnement, marketing digital, des insights du marché en temps réel sur les marques, modèles, niveau de finition, prix de transaction, les options les plus populaires sur des millions de véhicules vendus en France, Allemagne, Angleterre, Espagne et Italie.